Merci beaucoup. Alors, les applaudissements ne sont pas nourris parce que bien sûr j'ai coupé tous les micros, mais là je permets à tous nos auditeurs d'ouvrir leur micro, si bien sûr. Mais je leur demande par contre de le faire juste quand ils veulent prendre la parole et de les arrêter après, mais il n'y ait pas trop de brouillage, qu'on n'ait pas de bruit incongru, ce qui arrive de temps en temps. Et poser une Merci question. beaucoup. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des remarques, des questions. J'ai vu que la partie de chat était assez active, avec les suspects habituels, si je peux me permettre. Gilbert Polièdre, Mike Aldebaran, Gilbert. Ah, Mike est là. Salut Mike. Et salut Poliel aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et quand j'ai cité des noms, mais il est bien évident que sur les 31 personnes qui sont toujours là, il y en a quelques-unes qui ont déserté là, tout de suite. Mais vous êtes bien sûr tous, vous avez tous le droit et le devoir, je dirais même, de poser des questions. Oui, oui. Si je peux répondre, je vous réponds volontiers. Si je peux pas, joker. Hein, mais je ne peux pas avoir réponse à tout. Mais Donc, il suffit de, normalement, oui, vous avez une icône qui vous permet d'activer d'activer le son. Il suffit de cliquer dessus. Alors, j'ai la sécurité, oui, oui, c'est ça. J'ai donné ce droit à tout le monde. Alors, moi, je peux faire des remarques, oui, mais c'est pas tellement mon rôle. Je préférais que ce soit les auditeurs qui parlent. Euh, quelque chose qui m'a interpellé parce que finalement, ça rejoint mes idées. Tu as dit ces ovnis qui étaient vraiment, qui avaient une extraordinaire diversité, parce que dans les années 50, effectivement, on pensait mode de production euh, industriel connu. J'ai failli dire ouais, capitaliste, mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, on fait des modèles, ensuite on fait des séries. Pourquoi on fait des oui. séries? Parce que justement, il faut rentabiliser, et surtout parce qu'on a une organisation sociale extraordinaire. On l'a, je veux dire, on s'en rend pas compte, mais nous sommes des nations terriblement bureaucratisées, et pour notre bien, d'une certaine façon. Parce qu'on ne veut pas que Mmh. les avions se cassent la figure. Ben Donc, oui. ça veut dire que les pièces, les métaux, les méthodes, la fabrication, l'entretien, tout ça, c'est des normes, avec derrière des gens qui les établissent, qui les contrôlent en permanence, qui les font évoluer. C'est une Mmh. formidable bureaucratie. Et ça Ah marche oui. très bien, en réalité. Mmh. Rien ne prouve que nos aliens, entre guillemets, nos étrangers en français, euh, aient besoin de ça. Ils fonctionnent peut-être de façon complètement différente. Peut-être Ah que ben, si. j'ai même entendu des gens, et des gens qui réfléchissent, hein, me dire, mais à ce niveau-là, il y a 1 million d'années de décalage, il n'y a plus de technologie. Oui, par Il y en a exemple, qui disent, hein. tu penses, tu as besoin d'une soucoupe, on va dire, bah, tu vas dans ton garage et puis tu fais quelques manips et voilà, elle se matérialise. Voilà. C'est une façon Euh, de voir, il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. oui, 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 oui. Mais tout ça tient à l'ontologie, c'est-à-dire que, bon, comme tu le sais, depuis toujours, depuis Platon au moins, mais même ça remonte plus loin, il y a deux façons de voir l'univers. Il y a une façon intégralement réaliste, comme on dit aujourd'hui, mais qui en fait est totalement matérialiste. Et tu as une façon empreinte d'idéalisme qui n'a rien à voir avec la morale. Hein. L'idéalisme veut dire qu'il y a une part conscientielle dans la structure même de l'univers. Bon, Philippe Guillemant pense en ces termes. Et par exemple, pour prendre un exemple, la tradition hindoue, notamment l'Advaita Vedanta et à partir de Shankara, te dit vous vous en rendez pas compte, mais ce qu'on appelle matière n'est jamais que de la conscience solidifiée. Admets que ce soit vrai et qu'une intelligence ait 1 million d'années d'avance sur nous. Effectivement, je suis sûr que le système de production de quelque chose de solidifié serait très, 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 très différent de ce qu'on peut même imaginer nous. Oui, c'est peut-être quelque chose comme ça. Mais ça, c'est au-delà de notre portée. Quoique, d'une certaine façon, on y vient. Autrefois, on Il y prenait a. du métal et on tapait dessus à coups de marteau. Oui, oui. Maintenant, on fait des plans et des plans par ordinateur, donc de façon virtuelle. Et on Oui. matérialise, non seulement avec des machines-outils automatiques, mais maintenant, carrément, on Avec une imprime IA. l'objet.
Ouais, et oui, on imprime, mais il y a une Donc, IA, quasiment, c'est depuis notre cerveau, par le c'est biais ça, d'un ordinateur, c'est on ça. fabrique un objet. Ouais, Ça, c'est pas ce que tu dis, bien sûr, c'est pas la conscience non, elle-même, non, non. mais Mais c'est un départ. bon, Oui, oui. Mais il faut, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux signes qui nous sont donnés. Aux signes que. Je pense que ce n'est pas un hasard si on a ces signes. allez-y, monsieur, dame. Anne, elle, elle est timide, Anne, je la connais. Elle n'est pas si Donc, timide que ça. pas la peine d'être timide. Hein, on est en Ça y est, elle va se train de- lancer. Oui, bah, j'ai un exemple très amusant concernant le fait que il y a une intentionnalité, fait que la personne est attirée à l'extérieur. On a un témoin qui déteste aller sur son balcon. Donc il n'allait jamais sur son balcon parce qu'il n'a pas confiance, il a peur que son balcon se décroche parce qu'il n'est pas très confiant dans la construction. Et un soir, ben, il ne sait pas pourquoi, il est allé sur son balcon et il a vu passer un énorme triangle très très proche voilà, à très basse altitude, proche de son balcon. Il a eu le temps de l'observer et il a pu témoigner. Et c'était un gros triangle noir. Voilà. Mais voilà, encore un cas, il va jamais sur son balcon. Le jour où il sort sur son balcon, comme par hasard, il y a un ovni qui passe. Oui, oui, et ces cas, il y en a beaucoup, hein, comme ça, il y en a énormément, énormément. Mais ça passe souvent sous le radar. Les gens ne parlent pas. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des témoins qui se sont rendus compte, les ufologues ne l'admettaient pas, mais certains témoins à toutes les époques se sont rendus compte, bon, il n'y en a pas des millions hein, non plus, mais il y a 6 mois encore, j'avais quelqu'un au téléphone qui me disait, monsieur, je vais vous dire une chose, hein, j'ai eu une bonne conversation avec lui, il avait la confiance, il m'a dit, je vais vous dire une chose, ne le redites pas, hein, j'ai pas envie de passer pour un cinglé, moi et ma femme, on a eu l'impression que ça nous était destiné, mais on ne sait pas vous expliquer ni comment ni pourquoi. Comme quoi, alors ça rejoint un autre débat, euh, l'intentionnalité concerne les rencontres approchées, soit 13% à peu près de l'ensemble. Qu'en est-il des 87% restants? Alors certains se sont jetés à l'eau et ont pensé que oui, ça touchait tout le reste aussi. Moi, je reconnais avoir pendant des décennies freiné des cas de fer parce que je voyais bien les conséquences de cette histoire-là. C'est pas parce que tu sors de chez toi que tu vois un accident de voiture que l'accident est fait pour toi. Hein. Ça s'appelle de la paranoïa aiguë. Bon, alors je suis un peu revenu là-dessus, sous certaines modalités. Il pourrait y avoir intentionnalité, mais d'une manière différente, non personnalisée. Parce que dans une rencontre approchée, les témoins font partie de la rencontre. Ça, il n'y a rien à faire. Ils ont été pris dans l'espace-temps. Bon. Mais il pourrait y avoir une autre possibilité. Admettons par exemple que cette intelligence décide de se montrer sur allez, 10% d'un département pendant 1 minute. D'accord? Alors, sur ce département, ça peut être couvert de forêts, de montagnes ou moins. Enfin bon, il y a nécessairement du monde. Bon. Et bien, statistiquement, dans les probabilités plutôt, il y en a quelques-uns qui vont voir, lever la tête, et d'autres qui ne verront absolument pas. Dans ce cas, c'est bien intentionnel au départ, mais ce n'est pas du tout personnalisé d'une manière rapprochée. Donc, c'est totalement différent. Mais le jeu est le même. Alors, c'est une possibilité. Voilà. À propos d'intentionnalité, qu'en est-il de ces gens qui, paraît-il, appellent les ovnis, se réunissent, font des cercles, enfin, peu importe. Je me moque un peu, mais c'est pas grave. Et Oui, apparemment, oui, ils les font arriver. oui, 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 c'est très vieux, hein, cette histoire. Ça a commencé au Brésil dans les années 50. Alors là, Euh, quel peut bien être le mobile de l'OVNI? c'est généralement des personnes qui ont une approche presque à 100% conscientielle du phénomène, je Oui. dirais. Et à partir de là, la force de l'intention fait que, surtout en groupe, fait que effectivement quelque chose pourrait se passer. Alors pour la petite histoire, Pierre Vieroudi, bien connu dans l'histoire ufologique pour son fameux livre en 75, hein, Ces ovnis qui annoncent le surhomme, qui lui était non seulement pour le psy, mais comment dire, euh, faisait une assimilation totale entre le phénomène ovni et les phénomènes PSI, hein, paranormaux. Euh, a tenté l'expérience avec un groupe d'une quinzaine de personnes. C'est d'ailleurs lui le premier qui a eu l'idée de mettre sur un 24-36 réflexe de l'époque une bonnette
qu'il avait fabriqué. Ouais. Donc, ils ont fait ça très souvent. Il dit dans son livre qu'ils sont arrivés à voir des espèces de lumière qui. C'était un peu comme des plasmas. Et effectivement, il a réussi à faire une ou deux photos. Et dans le spectre, on a dit, ouais, ce serait plutôt des plasmas. Mais rien de vraiment convaincant. Voilà. Après, bon, tu sais, tu entends et tu vois beaucoup de choses en ufologie. Ce que tu dis là, ça s'appelle RR5, je crois, maintenant. D'accord. Ouais. Pour C'est vrai que voir. ces genres de plasmas sont photographiés assez souvent dans des endroits particuliers, au Ouais. bord de la mer. Ouais. Montréal, je crois qu'il est, monsieur, il est connecté, je crois que j'ai vu tout à l'heure qu'il était connecté. Il a fait pas mal de photos là, comme ça. Et Chevalier de Normandie aussi. Mm. Et c'est pas des, ah, on sait pas, c'est pas vraiment des ovnis, plutôt des Oui, bancs. c'est à la marge, donc il faut faire attention. Mais il faut pas être fermé non plus, mais il faut voir un peu les résultats, quoi. C'est là, bon, ça marche ou ça marche pas, quoi. C'est si tu restes dans une zone où tu es sûr, t'es pas sûr. Moi, le premier, hein, j'aimerais bien qu'il y ait une photo vraiment de quelque chose. Bon, faut voir, faut voir. Euh, tu sais, c'est très empirique, hein, l'ufologie. Faut tester, faut voir, faut pas se décourager. Si on obtient des résultats, tant mieux. Sinon, ben, voilà, on continue. Mais c'est vrai que c'est un courant ça, qui fait ça. Ouais. Euh, il y a pas une dimension, aussi je crois que tu en as parlé plusieurs fois, une dimension ironique chez les ovnis. Ah oui, Ils se oui, moquent un oui, peu du monde. bien sûr. Il y a une dimension ludique, je dirais plutôt. Ludique, ironique, effectivement. Mais d'ailleurs, j'ai des amis qui sont psy, hein, PSY, ce coup-ci. Alors, on en parle des fois, mais il n'y a pas de discussion parce que la première chose qu'ils te répondent, et je pense que tu prends 1000 psy, ils te répondront tous la même chose. Ils te disent, mais mon pauvre, tu ignores complètement le rôle de l'inconscient dans toute cette histoire. Donc, eux, leur filtre, leur puits, c'est ça. C'est un travail de l'inconscient. Alors, des fois, je m'amuse, je les compte, je leur dis oui, mais quand il y a 3 témoins, comment vous faites avec la projection de l'inconscient? Et ouais, ouais. Alors là, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et quand ça laisse des traces, c'est encore plus compliqué. Et surtout s'il y a une trace radar. J'ai Mais vu bon, arriver mon ami Rémi Pochereau. Rémi, Oui, j'ai une question pour Eric. oui, oui, tu vas bien, Rémi? Oui, oui, ça va bien. J'ai Bon, lu dans un bouquin, enfin un cas, mais je me rappelle plus lequel, il y en a tellement. oui, il y en a beaucoup. C'était des entités qui arrivaient dans une chambre où il y avait une personne qui était dans la chambre et qui l'emmenait et qui lui faisait traverser la porte sans Ouais. l'ouvrir, tu vois, une sorte de passe-muraille. Mm. Comment tu expliques ça? Et puis, ça tombe dans quel domaine, ça? Alors, il y a deux façons d'expliquer ça. C'est marrant ce que tu me dis parce que cet après-midi, là, je travaillais sur un cas qui a été magnifiquement enquêté par Jacques Vallée. Ça se passe en 68 en Californie. Il y a 4 jeunes, des musiciens qui rentrent d'un concert. Ils sont à 3 heures du mat sur l'autoroute et il y a un objet, un très gros objet hein, qui fait dans les 20 mètres, 20-30 mètres d'envergure, qui vient se positionner au-dessus. Il y a 4 rayons qui partent, qui touchent chacun des 4 passagers et tous les 4 se voient sortir de leur corps et se retrouvent à 1 mètre au-dessus de la voiture en se regardant, en voyant leur corps en bas. Mhm. Ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans des rencontres rapprochées. Il y a eu un cas assez célèbre en Pologne comme ça. J'y ai enquêté moi-même avec quelqu'un d'autre sur un cas similaire où la vision d'un ovni a déclenché dans les mois suivants ce qu'on appelle une OBE, c'est-à-dire out of body experience, hein, une délocalisation de la conscience du corps. Et il semble que ça arrive souvent à proximité d'un ovni. Donc moi, c'est la première explication qui me vient à l'esprit, si tu veux. Ce qu'ils ont probablement délocalisé, c'est la conscience de la personne. Et là, tu peux facilement la passer à travers le. Mais il pourrait y avoir quelque chose de beaucoup plus compliqué. Si on est effectivement de la conscience cristallisée, il pourrait y avoir des procédés que l'on n'est même pas capable d'imaginer. Mais là, on gravit une échelle. Hein, Mhm. on est en haut de l'échelle. Là. Oui. Pour l'instant, je m'en tiens à des OBE. Moi. Ça me paraît être ça. Il y a beaucoup de cas où c'est visiblement des OBE.
D'ailleurs, les témoins s'en sont rendus compte eux-mêmes. Hein. Le témoin Mm. à qui c'est arrivé, là, il a cru qu'il était mort la première fois. Et puis, 15 jours après, il en a fait un deuxième. Bon, ça allait mieux. Il est allé un peu se balader. Et puis, il en a fait un troisième et ça s'est arrêté. Et tout ça parce qu'une boule gigantesque sur la route les avait croisés avant d'opérer une ressource de très, très près. Tu vois ce que ça a pu déclencher, la simple proximité. Une OBE, on en parle de plus en plus. Hein. Tu as même Jean-François Housset. En ufologie, le livre fondamental là-dessus, c'est Jean-François Housset, 2016, Les 3 niveaux de la conscience. Et c'est un biologiste en plus. Incroyable. Il te dit, mais l'évolution du cerveau humain fait que c'est une caractéristique naturelle de notre cerveau, certainement. Pourquoi il dit ça? En tant que jamais un biologiste dirait ça, puisque c'est des matérialistes absolus. Hein. Mais lui, ça lui est arrivé dans sa jeunesse. Il a fait 3-4 OBE, dont une, la dernière, il a failli ne pas revenir. Donc, lui, il l'a vu, il l'a éprouvé par lui-même, le monde s'est séparé en deux. Et il a fait ce livre, dès qu'il est passé à la retraite, il a fait ce livre, Les 3 niveaux de la conscience, où il t'explique tout ça. Alors, il met des hypothèses, il essaye de se dépatouiller avec ça, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut synthétiser énormément de disciplines hein, pour arriver à avoir une approche de ça. C'est très, très, très difficile. Mais apparemment, ça arrive assez régulièrement. D'ailleurs, une EMI, ce qu'on appelle une EMI ou NDE, expérience de mort imminente, ou une NDE en anglais, c'est la première chose qui survient. Il y a une délocalisation de la conscience. Et là, on a presque des millions de témoignages aujourd'hui. Bon, et l'OVNI provoque ça. Donc, ça montre pour moi que l'hyperphysique OVNI s'appuie sur une ontologie qui, pour l'instant, n'est pas à notre portée. Et ça risque vraiment de secouer. Et c'est pour ça qu'il y a une lucidité d'ailleurs. Ça risque vraiment de secouer. Hein. Le jour où on va commencer à comprendre ça, c'est un bouleversement paradigmatique, mais tu ne sais pas ce que ça peut déclencher. Oui, j'ai oublié de te préciser, là, suite à donc, la suite de cette histoire, c'est que la personne qui a traversé la porte, là, Ouais. la terrienne, si tu veux, les entités, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais elle s'est retrouvée dans un ovni, quoi. Ah oui, oui, oui. Ben, on est dans un cas de RR4 classique, mais ça arrive de plus en plus. Ce qu'on appelle les bedroom visitors aujourd'hui tendent à remplacer les RR4. Tu regardes en Angleterre ce qui se passe. J'avais regardé sur le catalogue Rosales, mais ça remonte déjà il y a quelques années. Je ne crois pas que j'ai trouvé un seul cas acceptable de RR4. C'était tout des bedroom visitors, sans objet. Le témoin est effectivement, hein, il est pris, il sort et il revient et il y a un missing time, il ne sait pas. Ouais, c'est ça. C'est le coup classique. Alors après, bon, certains y accordent une certaine crédibilité et d'autres non. Hein, tout ça, c'est pour ça que moi j'ai un côté assez classique personnellement. Je m'arrête. Je prends en compte pas mal de RR4 quand même qui sont intéressantes, mais je m'arrête vraiment à la classification INEC. Pour moi, elle est fondamentale. Tout le matériel est là. Après, on part. Là, on quitte les Le mois rivages. prochain, j'ai invité le Cerro. Ah oui, voilà. Eux sont spécialistes des RR4, des abductions, donc. Hein, J'ai pas encore publié, mais j'ai la date, j'ai tout, ça va se faire. Oui, 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 oui. Oui, ils s'intéressent à dire. Alors là aussi, statistiquement, on ne sait pas. Tout est n'importe quoi et tout est le contraire de tout a été avancé là-dessus. On ne sait pas. On ne sait pas parce que qu'est-ce que tu veux tu es en voiture, un soir, tu vois un objet au-dessus de toi et tu te retrouves au volant de ta voiture 1 heure après, garé sur le côté. Où est l'enquête? Qu'est-ce que tu fais? À qui tu t'adresses? Est-ce que tu vas tomber sur un charlatan pour faire une régression hypnotique que tu connais même pas d'ailleurs? Tu vois, tous ces cas sont dans un peu. On a quitté les rivages là. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Oui, Mike, j'ai vu que tu avais oui, ouvert ton micro. oui, bonsoir Patrice et bonsoir Eric, c'est Mike Bonsoir, Mike. Adébaran. Oui. Oui, félicitations pour la conférence déjà, très très bien, comme d'habitude. Le phénomène, on sait il est mimétique, il agit aussi sur la tromperie souvent, dans le sens que, oui, dans la tromperie, puisque souvent il dit des choses fausses, Oui. mais souvent en avance, c'est-à-dire qu'il voit un certain futur. Par exemple, on voit par exemple les pilotes de 1897
qui se font passer pour des farmers. Ensuite, les pseudo-martiens de Gary Wilcox. Après, Oui, ça peut être les Vénusiens ou d'autres réticuli pour Betty et Barney Hill. Enfin, à oui, chaque fois, dès qu'en fait un phénomène semble être une vérité ou établie, le phénomène le remplace par autre chose qui est du futur. Par exemple, Abia Guadzone aussi, où les oui, ufonautes se présentent en cosmonautes presque, de ce qu'il va voir oui, en 69. oui, Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, et on peut revenir dans le passé avec les lutins, les fées, où aussi le oui, phénomène oui, s'adapte aux lutins, par exemple, irlandais, aux lutins allemands ou alsaciens, par exemple pour le sauteré, et le sauteré qui revient à Villers, par exemple après, dans le cas des Villers. ah oui, Euh, Villers. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène de tromperie? Est-ce qu'il est là pour en fait nous habituer à quelque chose ou pour nous habituer, on va dire, à... Alors C'est ça, très complexe. oui, 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 je comprends. C'est un point délicat, mais qui est intéressant, qui a beaucoup intéressé Jacques Vallée. Oui. Euh, je relisais Autre Dimension. Là, il en parle, il y a tout un chapitre là-dessus, puisqu'il s'aperçoit que le phénomène est quand même assez intrusif. Il donne une certaine information, mais en même temps, on s'aperçoit souvent, par exemple, que l'information est fausse. En Voilà. même temps, il travaille à s'invalider lui-même. Mhm. Alors, ça pourrait être, comment dire, la tempérance d'une sorte de système visant à n'avancer qu'à petits pas. Moi, je le vois un peu comme ça. Tu vois, par exemple, dans ce cas magnifiquement enquêté par Jacques Vallée, puisqu'il a retrouvé les 4 témoins qui ne s'étaient pas vus depuis des années, ils ont tous dit la même chose. Et alors, il a rencontré cette femme qui était un cadre supérieur, assez fortuné hein, quand même. Euh, Vu ce qu'elle avait, elle s'est souvenue, il lui a fait faire une régression hypnotique. Vu ce qu'elle s'est souvenue, elle s'est vue rentrer dans l'objet, s'intéresser au système de propulsion. Et il y avait un homme habillé en combinaison blanche qui lui a tout expliqué du système de propulsion. Et apparemment, elle a noté tout ça dans sa tête, ou ça lui a été mis dans la tête. Et quand Jacques Vallée l'a rencontré des années après, elle passait tous ses week-ends et tout l'argent qu'elle avait à essayer de fabriquer l'objet en question, Oui. en raison de la crise énergétique. Et Jacques Vallée a eu le plus grand mal à lui expliquer que ça ne pouvait absolument pas marcher d'un point de vue physique. Donc là, on est dans un exemple classique de cas où le phénomène trompe, s'invalide lui-même. Et s'il y avait un psychologue de profession ici, il te dirait ah ben c'est une fantaisie de l'inconscient. Sauf que tous les quatre se sont vus aspirer la conscience au-dessus de leur corps et se sont vus réintégrer la bagnole. Et c'est difficile de tenir de tels propos qui sont réductionnistes pour se rassurer. Parce qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Mais ce problème d'invalidation a souvent été remarqué, Joël Ménard l'a remarqué, quand il dit, par exemple, ce phénomène est en permanence à la marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est élusif, certes, mais qu'il y a des histoires comme ça aussi. Mais eux, cela très bien remarqué. Souvent, le chef de l'équipage, après l'enlèvement, donne un objet au témoin. Et cet objet, le témoin ne le retrouve pas, c'est un objet trivial qui mène à rien. Tu sais qui s'était aperçu de ça aussi, mais dans un autre domaine, c'est le commandant Émile Tisanet, qui a passé sa vie à travailler sur les phénomènes de hantise dans les fermes. Et il disait systématiquement après, il y a des trublions, lui il appelle ça comme ça, des trublions, des esprits, des trublions, qui viennent percuter le cas pour le mettre par terre. Quoi. Et ça l'énervait beaucoup. Donc, on dirait une sorte de phénomène de protection, en fait. Euh, on donne de l'information, mais en même temps, on l'invalide. Ah bah, de toute façon, souvent aussi, ils font semblant de donner quelque chose pour le reprendre après. On voit par exemple Aussi, Villas-Boas, oui, oui, pour aussi, oui, Zéter Réticulier, le livre, ils bien, reprennent le livre. bien Pour sûr. Villas-Boas, c'est une sorte de cube. Ouais, Après, pour Rosa Lotti, il s'agit d'une petite boîte en cuir qu'ils donnent oui, pas finalement. non, non, À elle n'en chaque veut pas, non. fois, ils reprennent. Mais il y Ça a le fait cas aussi penser, de... ça fait penser à une expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec un commercial qui voulait me quasiment. Et effectivement, à la fin, on a repris les documents. Ça me fait penser au service secret aussi un peu, de leur Oui, méthode. un peu ça. Ben, tu as aussi l'histoire de MIB. Hein, c'est, là au milieu, ça fait penser un peu. C'est une parodie des services secrets.
le MIB, c'est l'imbécile de l'ufologie, c'est l'idiot du village, quoi. Tu as des cas où il est là dans la pièce et puis il demande qu'est-ce que c'est que cette horloge, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc au mur. Elle lui dit c'est une horloge. Et ça sert à quoi? Ça sert à mesurer le temps. Et le MIB la regarde, il lui dit mais qu'est-ce que c'est que le temps? Il ne sait pas. Et encore une fois, MC te dirait mais enfin, voyons, c'est évidemment une projection de l'inconscient. Il n'y a que l'inconscient qui ignore ce qu'est le temps, voyons. Comme le pilote de Raon l'étape, il pensait qu'il était 4 heures. Alors après ça, c'est autre chose. Il y a effectivement Oui. des formations temporelles autour des ovnis. Mais ça, je crois que c'est pas niable. C'est pas parce qu'on a appelé ça pendant 50 ans effet dose que il suffit de collecter tous les témoignages des gens qui ont vécu ça. Il y en a des milliers. Vous faites lire ça à un physicien, même qui est complètement contre les ovnis, hein, mais s'il a le courage de ne regarder que les déclarations, il va vous dire tout de suite, mais ça correspond absolument à ce qui pourrait arriver s'il y avait une déformation dans l'épaisseur temporelle. Hein. Voilà, ça c'est une autre dimension des ovnis qui est apparue dans les années 80. Il y avait quelques cas avant. C'est ancien, hein, on trouve des cas anciens, mais c'est apparu quand même de plus en plus fortement à partir des années 80. Ce sont surtout les anglo-saxons avec Jenny Randles qui en ont parlé. Mais il nous a fallu presque 50 ans pour comprendre qu'il s'agissait d'une déformation temporelle. Bon, et ça fait partie de l'hyperphysique ovni, évidemment. Et encore une fois, c'est Philippe Diman qui est le premier à proposer une théorie, une hypothèse, et qui m'a l'air quand même assez, pour certaines raisons, alors je ne suis pas très hypothèse, hein, personnellement, j'ai suffisamment vu pendant 50 ans les dégâts que ça pouvait faire. Mais là, je reconnais que ça explique tout ce que disent les témoins, et ça va plus loin. Ça explique certaines caractéristiques, 6 sur 8 exactement. Donc, c'est quand même une performance assez remarquable, je trouve. Donc, voilà, je pense qu'on a un petit peu progressé quand même. Voilà. Il ne faut pas se monter la tête, mais on a un peu progressé. Et puis, comme on disait, il y a des jeunes qui vont arriver, et puis avec leur énergie propre, et ils pousseront certainement beaucoup plus loin, ce qui est très bien. Voilà. Isabelle, est-ce qu'il a des idées sur la question, Isabelle? Pardon? Je parle à Isabelle Ferrigo, Pardon. que je connais, qui est Isabelle est là? oui. Montre-la moi, que je lui fasse une bise. C'est à elle d'ouvrir son. Il y avait Oh, déjà Anne, c'est toutes tes amies. Isabelle en plus, oui. bon, oh, je Bon. suis sûr qu'il y a d'autres questions. Ouais, moi j'aurais une question que Voilà, j'ai Monsieur écrite dans Garcia. le chat. Euh, Salut. je voulais savoir si. Deux questions au sujet comment dire, de la chronologie de tous ces phénomènes. Je voulais savoir si il y avait des cas de rencontres rapprochées récents. Parce que souvent on a l'impression que les cas de rencontres rapprochées un peu les plus connus, enfin, les plus marquants, où il y a des personnages au bord de la route qui sont en train de faire des trucs, tout ça, ça date plutôt de la deuxième moitié du XXe siècle, mais j'en connais pas de très récents. C'est une réflexion tout à fait justifiée. Effectivement, statistiquement, on observe le pic, c'est vraiment les années 70, 80 et jusqu'aux années 90. Après, ça commence à décroître fortement. Alors, il y en a encore un petit peu, mais ça n'a plus rien à voir. En 76, on a recensé 600 cas par an de rencontres du troisième type. Aujourd'hui, bon, c'est à pleurer. Hein. Il y a plus grand chose, quoi. Il y a plus grand chose. Alors, on a changé un peu d'époque. Peut-être qu'on est passé dans une autre phase. Il y a ces histoires d'abduction dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas à quoi ça correspond exactement en termes statistiques. Il y a beaucoup d'objets géométriques. Ça, c'était pas le cas. Ça apparaît en 83 dans la vallée de l'Hudson, principalement. Il y a quelques cas avant, mais très peu. Là, ça apparaît vraiment. Et depuis, c'est monté en puissance. Mon meilleur ami a fait une observation à Apt en 2010 de 4 énormes plateformes qui sont arrivées. Bah, d'ailleurs, après 1 heure d'appel, des effets de luminosité verte sur la terrasse, c'est sa femme qui a repéré. Et puis, au bout d'un moment, ils sont sortis, ils dînaient. Et c'est là que, évidemment, c'est là que les plateformes sont arrivées.
ce qui a provoqué quand même pas mal de frayeurs, parce qu'elles étaient très basses, et puis avec des lumières. Voilà, c'est plutôt des cas comme ça qu'on a aujourd'hui, moins de rencontres rapprochées, moins d'atterrissages, moins de traces, et moins de rencontres du troisième type, c'est vrai, c'est vrai. Alors on est peut-être dans une autre phase, je ne sais pas. Ça, c'est très, très difficile de répondre à cette question. On ne peut que constater. Et statistiquement, ça ne trompe pas. Il y a eu un cas il y a quelques années aux Indes, là, devant pas mal de témoins. Voilà. C'est un cas dans la grande tradition des années 75, quoi. Voilà. Mais c'est devenu rare. Ouais. Oui. Et alors, deuxième question, puisque vous avez étudié autant de cas de rencontres rapprochées, il y a quelques cas avec où les personnages, enfin les entités, sont moins humanoïdes que d'autres. Je pensais Ouais. à, enfin par exemple Hopkinsville, mais il y en a un autre avec, je me souviens plus du nom du cas où c'est carrément une créature avec une seule jambe. Euh, Ça se répartit comment? Est-ce qu'il y a une répartition chronologique des apparitions moins humanoïdes que d'autres Non, non, non. Non, on peut pas dire ça. Ce qui est certain, c'est que le cadre protéiforme, la troisième caractéristique, joue aussi. D'ailleurs, toutes les caractéristiques jouent aussi pour les apparitions d'humanoïdes, hein, d'entités. Et donc, alors je suis un des premiers à avoir tenté de classifier ces trucs-là. Bon, le livre que j'ai fait en 78, il n'est pas trop passé de mode, il est encore à peu près bon, mais c'est un peu une vue en trompe-l'œil parce que quand on regarde cas par cas, vous n'avez pas un cas qui ressemble à l'autre, quoi. Alors on parle beaucoup aux États-Unis de petits êtres avec des grosses têtes et des yeux en amande, hein. Ça, bon, c'est presque le prototype. D'ailleurs, vous le trouvez dans la porte des étoiles, et machin comme ça, vous trouvez ça partout, hein. Bon, donc c'est passé dans la tradition populaire. Mais après, vous avez une tonne de cas avec des géants, avec enfin, c'est vraiment, je vous dis, c'est le kaléidoscope, c'est une véritable épreuve quand on fait de la recherche. J'en ai connu beaucoup qui l'ont pas traversé, hein. C'est au bout d'un moment, laisse tomber, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, après, quand on comprend qu'on est face à un système de représentation aussi, ben, vous voyez pas un film qui est pareil à un autre non plus, même si ça traite du même sujet. Donc, on est un peu dans quelque chose comme ça, hein. Parce que vous avez, quand on parle de la forme, c'est-à-dire de ce qui nous arrive, hein, en tant que cas par milliers, on est dans le cas de protéiforme, c'est un véritable kaléidoscope. Et vous avez une base structurelle qui est constituée de caractéristiques totalement homogènes. Donc vous êtes avec une forme qui est incohérente au possible et un fond qui est cohérent. Nécessairement, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences, cette histoire. Et la conséquence principale, moi je le dis comme ça depuis pas mal de temps, c'est qu'on est face à un système de représentation. Et oui, on a oublié les propos d'Enrico Fermi, tu sais. En 1950, Enrico Fermi, dans ses fameux travaux, il dit, bon, selon mes calculs, il, entre guillemets, devrait déjà être là, d'accord? Alors cette phrase, tout le monde la connaît en ufologie. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la deuxième partie de la phrase. Il dit, mais de toute façon, s'ils étaient là, il est probable qu'on pourrait ne même pas les voir. On ne les verrait même pas. Ce à quoi on pourrait répondre, mais attendez, on voit même beaucoup de choses. La question devient, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est là qu'intervient le mimétisme. Est-ce qu'on ne voit pas des choses qu'on peut voir? Est-ce qu'on ne nous montre pas des choses qui sont un petit peu dans notre bulle évolutive, qu'on peut voir, pas comprendre, mais admettre, disons. Parce que sinon, on ne verrait rien. Parce qu'on ne se rend pas compte du décalage. Quand Aimé Michel parle d'incommensurabilité, c'est ça qu'il veut dire. On n'a aucun moyen, même l'auteur le plus prolifique de science-fiction n'a aucunement les moyens d'imaginer ce à quoi on pourrait avoir affaire. On serait même si quelqu'un venait nous l'expliquer, on ne comprendrait pas peut-être. On est peut-être dans cette situation-là, hein. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux anomalies. Parce que les anomalies, quand vous avez la chance d'avoir un Philippe Guillemont qui vous dit, oh, mais ça, je te l'explique tout de suite, hein. C'est très facile, il n'y a pas de problème, hein. Là, on retombe sur les bases essentielles, c'est-à-dire la physique. Comme en plus il a un côté idéaliste,
il intègre la conscience là-dedans, et tout ça prend, comment dire, une coloration qui est assez recevable hein, quand même. Moi, je suis assez sceptique. Je ne suis pas un sceptique en ufologie, hein, pas du tout. Mais j'ai quand même mon libre arbitre et j'ai quand même. Enfin, je sais ce que c'est que l'esprit critique. Quoi, voilà. C'est toujours derrière. Je suis ouvert, mais je sais ce qu'est l'esprit critique. Mais là, je reconnais que pour la première fois, alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre non plus, mais ça cadre quand même méchamment avec ce qui nous arrive. Hein. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. On pourrait parler pendant. Messieurs, dames, Ben, il y a 8 caractéristiques. Il faut 2 heures pour chaque caractéristique, tu vois déjà. Et puis, je connais à peu près, j'ai en mémoire à peu près 300-400 cas. Je peux vous en parler 10 minutes de chacun d'entre eux, ce qui nous ramène à dans une semaine au petit-déj. Bon, on va éviter, mais ça me ouais, fera du bien. on peut parler, il n'y a pas de problème. Oui, je peux parler? Oui, c'est Roger. C'est RTL Roger. Oui, Oui. oui, le mimétisme avec l'air du temps, est-ce qu'il y a des observations de, je sais pas, d'ordinateurs, des choses comme ça, comme on est dans une période où il y a beaucoup d'intelligence artificielle et tout ça, est-ce il y a des choses qui se matérialisent au niveau de, je sais pas, des ordinateurs, je sais pas. Il y a quelques cas qui évoqueraient vaguement ça depuis quelques années. Mais non, vous ne verrez pas d'ordinateur volant. Hein. Ce qui est mimé la plupart du temps, c'est des artefacts humains aériens. Ouais, ouais. Et c'est mimé volontairement de manière imparfaite. Parce qu'il suffit de réfléchir un peu. Si c'était mimé de façon parfaite, ce que cette intelligence pourrait très bien faire, eh bien, il n'y aurait jamais d'observation, tout simplement. Mais si elle prend les images imaginons que effectivement l'inconscient, le subconscient soit partagé entre les êtres humains, qu'il existe une âme de l'humanité, une sorte de mémoire akashique, enfin, tu vois, quelque chose. Collectif. Oui. Euh, Peut-être que l'intelligence en question prend des images et puis elle n'y comprend pas forcément grand-chose. C'est pas grave, c'est pas son but. Son but, c'est de nous montrer quelque chose, Oui, d'agir. oui, oui, oui. Après, si c'est pas- C'est une autre question, ça, c'est comment cette intelligence, visiblement, elle maîtrise les paramètres et elle a accès à une information que je qualifierais de totale. Où prend-elle cette information et comment fait-elle? Le jour où on aura répondu à cette question, je crois qu'on sera plus très loin de la réponse finale. Ok. On a quelques idées avec Philippe là-dessus, mais bon, il faut quand même savoir que dans une émis, donc, hein, tu as un épisode qui arrive assez fréquemment où tu as, hors espace-temps, puisque ça se déroule en une fraction de seconde, tu vois toute ta vie dans le moindre détail depuis le début. Bon, que l'on soit d'accord ou pas, comment dire, ça signifierait que cette information, elle est quand même stockée quelque part. Et ça, un physicien, ça l'intéresse. Où est-elle stockée? Et comment y avoir accès? Voilà. Je doute que ce soit par des soudures entre les fils du cerveau. Oui, Philippe parle plutôt de mousse quantique, lui, qui d'après lui pourrait contenir une information absolument gigantesque. Et il y a aussi le problème de la matière noire, évoqué également par Jean-François Housset. Il faut vraiment lire le livre de Jean-François Housset. Hein. Je le dis chaque fois. H-O-U-2-S-A-I-S, Jean-François Housset. Trait Daniel 2016, les 3 niveaux de la conscience. J'ai noté ça. Je pense qu'il ne parle pas d'OVNI du tout, hein, mais vu ce dont on vient de parler là, l'éclairage que donne Jean-François Housset de ce qu'il a vécu, de la manière dont il voit ça, moi je l'ai trouvé prodigieusement intéressant. Hein. Vraiment. Et en plus, c'est un biologiste qui te dit ça. Parce qu'on sait que la biologie,
c'est la forteresse inexpugnable du matérialisme. Hein. Ce sera les derniers à résister, même s'ils ont toutes les preuves du contraire. Hein, ça, c'est sûr. Qu'un biologiste, maître de recherche au CNRS en biologie, passe à la retraite et te dise ça, c'est un cas unique. Hein. Oui, c'est vrai, parce que j'en ai dans ma famille. C'est un cas unique. Ah oui, puis ils se prennent tous pour Jérôme Monod hein, ou Eric Edelman. Faut voir. Hein. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Là, hein. Et en même temps, il faut savoir que tout le système médical marche derrière aussi. Hein. C'est une antenne de la biologie, hein, le système médical aujourd'hui. Donc ne va jamais parler de ça à un médecin ou à une infirmière. Hein. Moi, j'étais à une époque avec une infirmière qui était assez brillante, enfin, qui avait beaucoup d'expérience. Et puis, je sais pas, elle a vu que je m'intéressais à certains trucs, elle a un peu regardé, et c'était des RR4, hein, des abductions. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bon, alors, je lui dis, mais tu sais, il y a des gens qui vivent ça, et en plus, il y a eu une étude aux États-Unis d'un universitaire, Eddie Bullard, qui a montré qu'il y avait, dans la séquence vécue, tu as, je crois que c'est 14 ou 16, je ne sais plus, points qui sont toujours les mêmes. Ça va chronologiquement, si tu veux, tu vois. Tu passes de ça à ça à ça, ça se termine par le cadeau final quand tu t'en vas, etc. Quoi. Bon, il a mis ça en évidence, Eddie Bullard. Tu sais ce qu'elle m'a répondu instantanément? Il m'a dit, mais enfin, voyons, c'est une symptomatologie. Ça se passe dans le cerveau, c'est différents mécanismes du cerveau, et ça provoque ça dans le contenu qui s'écoule. Quoi. C'est, voilà, une vision purement biologique, purement Ouais, matérielle. ouais, sauf que c'est un peu partout pareil, si c'était que pour Ah, le, mais c'est surtout, bien sûr. malheureusement pour le sida, pour Et le pour tout. Covid, pour le, Mais on te bassine avec la physique quantique. Mais la physique quantique, elle n'a touché que quelques physiciens. On est toujours sur une société qui fonctionne sur un paradigme purement matérialiste, parce qu'il marche relativement bien aussi. Et puis que ça correspond à ce qu'on peut toucher et voir. Donc voilà. Mais on sait pourtant, le livre de John Stone, il date de 2008, je crois, donc il n'est pas récent, hein, il te montre le raz-de-marée de l'évolution du quantique qui touche absolument toutes les disciplines, mais les résistances sont terribles. Et pourtant, c'est une physique qui est presque supérieure à la physique classique. Elle n'a jamais pu être prise en défaut, elle marche à tous les coups. Qu'est-ce qu'il faut de plus? ben, ouais, il faut la volonté de l'accepter. Et Oui, pour l'instant, elle est pas là. Enfin, pour le grand public, et je dirais même pour ceux qui l'utilisent. Ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu te rends compte, si ces gens ont la preuve à un moment donné qu'il y a ne serait-ce qu'une petite partie qui est conscientielle dans l'ontologie universelle. Mais ils perdent leur dentier, hein, les gars, ils se suicident. Ouais, Hein. en fait, enfin, je prétends pas, je suis pas physicien, mais il y a des choses qui m'intéressent. C'est assez difficile à. Il y a pas mal d'interprétations possibles. En plus, C'est en assez plus, difficile. bien sûr, c'est très difficile. Faut- Tu sais, même, faut- même Einstein, même Einstein s'est fait planter quand même. Hein. Et il a dit des choses, il a proposé une expérience, et ben il avait tort. Il a fallu attendre un inspect en 1981 pour le prouver, qu'il vient d'avoir le prix Nobel d'ailleurs. Voilà, même Einstein s'est fait avoir avec la physique quantique. C'est quand même quelque chose. D'ailleurs, tu connais l'histoire, Erwin Schrödinger, qui était l'autre génie absolu. Hein, lui, pareil, il a fui le nazisme au bon moment. Les Anglais l'ont accepté malgré qu'il était bigame. Il est venu avec ses deux femmes et ses deux enfants. Tu vois ça dans l'Angleterre collée-montée des années 30. Tu vois un peu le résultat. Hein. Mais non, ils l'ont fermé, ils l'ont accepté. Et Schrödinger disait, ah, ce petit Einstein-là, avec son équation E égale MC2, mais regarde plutôt l'équation que j'ai fait moi, parce que c'est quand même autre chose, mon équation, pour montrer dans un espace où va émerger l'information quantique. Et effectivement, si on a des ordinateurs et des iPhones aujourd'hui, ça fonctionne sur l'équation de Schrödinger. Un génie absolu. Mais On bon, apprend ça à l'école. D'accord. et un homme comme les autres après aussi. Et oui. Bon alors, il n'y a plus de questions. Il y en a plus des questions? N'hésitez pas. Parce que moi, j'ai ouvert jusqu'à minuit. Non, je dis des bêtises. Mais
je me disais que toute cette mémoire, justement, toute cette information qui est récupérée pour les phénomènes, peut-être qu'elle est juste stockée dans notre ADN, en fait. C'est notre mémoire génétique. En fait, on a en nous toute la mémoire depuis la nuit des temps, qui n'est peut-être pas exploitée, mais que peut-être d'autres intelligences sont capables d'exploiter et de remettre à notre service sous forme de manifestation. Ouais, possible. Enfin, il y a certains cas quand même. Je pense que c'est plus large que ça, moi. Je pense que l'explication est physique. Parce que tu as un cas qui avait été enquêté par Jean Giraud, où y a un paysan qui rentrait tous les soirs, il était avec des amis, il rentrait avec sa 4L. Et puis, il y a des boules qui sont venues le voir, et lumineuses. Et il a pris l'habitude, comme il rentrait tous les soirs, il attendait les boules, tu vois. Et les boules venaient, elles tournaient autour de la voiture, et puis elles partaient. Et lui rentrait chez lui. Bon, ça a duré 3 mois, je crois, le petit cirque. Hein. Et puis, à un moment, un soir, et la voiture s'est arrêtée et il s'est retrouvé dans un paysage rural entièrement idyllique, en plein jour, alors qu'on était en pleine nuit. Et il voyait même des chariots au loin qui avançaient. Euh, C'était presque un tableau des Flamands, tu sais, de la belle époque. Euh, et quand tu vois un truc comme ça, nécessairement, cette intelligence, elle a accès à des informations. Oui, peut-être qu'elle les prend sur le mode génétique, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des contingences physiques qui nous échappent. Il y a un plan physique. Il faut que j'en discute avec Philippe de ça, parce que moi, ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse pas mal, ce genre de choses. Tu as l'air en pleine forme, Anne. Tout va bien? Ah, je t'entends plus. Je Ah, t'entends plus. Ah, c'est si. tombé. Hein. Il y a Vous avez peut-être un loupé problème le de. boulot, ouais. Non, non, je suis en pleine forme. J'arrive du boulot là. C'est pour ça que j'ai loupé le début parce que j'étais un peu sur les chapeaux de roue. Mais oui, sur la raréfaction du phénomène, il y a un passage très intéressant du livre du colonel Corso où il parlait au lendemain de Roswell. Il disait qu'avec toute la rétro-ingénierie qu'ils ont été capables d'exploiter, Mm. ils seraient capables à court terme, alors c'était il y a pas mal de temps, hein, puisque le livre est vieux, c'était dans les années 70 si je ne me trompe pas. Corso, ouais. Ouais. Et il disait qu'il serait bientôt capable de mettre en place des systèmes de défense. Alors, est-ce que le fait qu'on voit beaucoup moins de phénomènes depuis Ah, quelques... oui. Est-ce que ça serait pas lié au fait que ça devient malsain de fréquenter la planète Terre? Euh, est-ce- Oui, dans le même ordre d'idées, c'est sûr qu'on a énormément étendu nos capacités photo. Bah, déjà, il y a des milliards de gens qui ont un iPhone. Et puis même sur un plan militaire ou civil, l'optique a beaucoup progressé et s'est répandue partout. Alors c'est peut-être effectivement, si ce phénomène désire nous influencer sur le très long terme, euh, ça peut le gêner et donc il ne va pas pousser trop loin, puisqu'on a toujours ces deux. Il se produit, mais en même temps, il est élusif. Il donne de l'information, mais en même temps, il s'invalide lui-même. Donc, on a sans arrêt ce jeu-là, ce qui est assez curieux. Hein, et il y a bien un motif à cela. Il y a bien un mobile à cela. Et donc, c'est à ça qu'il faut un peu penser. C'est très étonnant. Et Jacques Vallée a écrit des choses décisives hein, là-dessus. Il a dit, mais systématiquement, il a vu un tas de cas dont on n'a jamais entendu parler ici. Mais il a observé les mêmes choses. Hein. Il y avait des éléments qui arrivaient. Même moi, dans mes enquêtes, ça m'arrive de le faire. Il y a un cas qui est très intéressant. Je dis, bon, où est la faille? Je cherche la faille, je reste attentif, disons, et je la trouve. Et je la trouve. Exemple type, le fameux cas en Italie, c'était en 2014, je crois, où il y avait eu cet être gigantesque, toutes les Oui. autos, hein, toutes les autos L'autruche. en panne, plus de téléphone, plus rien. Là aussi, bon. Et puis cet être se balade entre les bagnoles et puis disparaît. Alors, tu as 40 témoins, bon. Je me suis dit, c'est un cas énorme quand même. Bon, on n'a pas vu d'objet hein, non plus. Je me dis, où est la faille? Il y a nécessairement une faille quelque part. Alors je cherche, je gratte, je téléphone un peu en Italie, je regarde, hein,
Et puis j'apprends qu'à 5 km de là, il y avait un gars qui élevait des autruches. Et ça n'a pas loupé. Les sceptiques ont fondu là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et on dit, ben voilà, il y a 40 abrutis qui de nuit ont pris une autruche pour un extraterrestre. Et le cas s'est invalidé tout seul. Et c'est toujours comme ça. C'est incroyable, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment particulier, cette histoire-là. Et le phénomène joue un jeu là-dedans. C'est pas seulement le sceptique qui arrive. Ça c'est le propre du sceptique, c'est qu'il est obligé d'inventer une Non, histoire là, dans le pour sceptique expliquer a été l'histoire. anticipé par le phénomène. Là. Ouais. Le phénomène a utilisé le sceptique pour l'élusivité. C'est extraordinaire. Non, il n'a pas besoin d'utiliser le sceptique. En revanche, il a utilisé probablement le lieu qui était à 5 km d'un élevage d'autruches. Et les sceptiques ont fait le reste. Mais est-ce qu'on sait que si une autruche s'est réellement échappée de Non, l'enclos? mais non, non. Et puis ça, ce qu'ils ont décrit les gens, ça ressemblait pas du tout à une autruche. Non, il faisait 3 mètres de haut, non? Ouais, à part peut-être les pattes qui étaient griffues, peut-être un peu comme un oiseau. Bon, il y avait quelque chose. Mais si ce phénomène est capable en mimétisme de construire des choses pareilles, mais avec une relation avec ça, c'est imparable. Tu as le même cas dont j'ai parlé là. Y a un dirigeable Goodyear qui vient dans une foire de représentation, dans un village, je crois que c'était dans Lyon, je ne sais plus. Bon, et puis à 40 km de là, tu as deux dames dans une vallée sur leur chaise longue, là, qui voient passer, tiens-toi bien, le même objet, enfin un objet, un dirigeable comme ça, avec l'arrière comme un C-47 de la Seconde Guerre mondiale, et à l'avant, tu avais deux espèces d'oreilles comme un cocker qui retombaient. Un truc, mais d'une absurdité totale, mais il y avait des rayures, et effectivement, il était gris avec des rayures jaunes, exactement comme le Goodyear, à 40 bornes de là. Tout le monde a sauté dessus et a dit c'est une confusion. Mais mécaniquement, il ne pouvait pas y avoir une confusion. Donc ça t'en apprend beaucoup sur la manière d'interagir avec dont ce phénomène profite de certaines situations. On l'a vu en 90, par exemple. Il y a un satellite russe qui se désintègre, qui rentre, et tu as une centaine d'observations au sol qui n'ont absolument rien à voir avec, mais ça a permis au CEPRA de dire allez hop, confusion, confusion, confusion. La confusion est la norme officiellement admise par la science, c'est le modèle depuis le début. C'est un ensemble de confusions sur un arrière-plan mythologique. Ça, c'est l'explication officielle. Voilà. Bon. Et évidemment, hein, c'est sûr que ça va dans ce qu'ils disent. Même si nous, parce qu'une fois ça va, comme toujours, hein, une fois ça va, 2 fois ça va, 10 fois ça va, 100 fois ça va plus. Il y a quelque chose, il y a un problème. Mais la science a dit tellement enfin, les scientifiques, plus exactement, pas la science, on dit tellement d'énormités de bêtises dans le passé, entre que Et les ça, c'est avions n'arriveraient jamais à voler, que les oui, trains oui, 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 ne pourraient absolument. Il pas y en a aller à même plus un de qui 30 a démontré km heure. mathématiquement. Hein. Oui. Allô, bonsoir. Des sciences, il a démontré mathématiquement qu'un plus lourd que l'air ne pourrait jamais voler. C'était, je crois, Allô, 5 ans avant l'envol du premier avion. Oui, allô, oui, bien bonsoir. sûr. Jean-Paul ici. Oui. Pourquoi vous n'abordez pas la phénoménologie qui s'est déroulée à Limoges? Ça a été posé dans le chat. Vous ne regardez pas les questions du chat, c'est dommage, il y avait des bonnes questions. Hein? Concernant Limoges, il y a plein de photos qui circulent avec justement des illustrations de ce que vous évoquez, hein, avec des ovnis qui ont été photographiés par certains. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ben, je ne les ai pas vues, ces photos. Ben, moi non plus, je Bah, ne l'ai pas vu. Ouais, c'est dommage parce que ça illustre tout à fait toute la problématique que vous évoquez là. Ouais, alors je ouais. les ai vues. Enfin, j'en ai Ah, vu quelques-unes. J'ai regardé l'émission. Comment vous dire? Moi, je suis très, très, très sceptique sur les photos surprises. Une photo surprise peut contenir beaucoup de méprises, notamment des insectes, des oiseaux. Parce que là, ce sont des gens qui se sont réunis, en fait. Hein, si je me trompe pas, hein, j'espère que je me trompe pas, parce que j'ai vu ça en quatrième vitesse à l'heure du déjeuner aujourd'hui. C'est des gens qui se sont réunis, donc qui voulaient se concentrer pour faire venir des ovnis, c'est ça? Et les d'accord, photos, ouais. c'est ça? Est-ce que c'est Pas bien ça? nécessairement, non, apparemment non. Enfin, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des photographies qui ont été prises C'était d'objets qui ont la forme d'une soucoupe, certains. Alors, à vérifier la réalité
de la photo, hein. Mais d'autres, ce sont des groupements de points lumineux qui évoluent, hein. Alors, question, bien sûr, hein, sur l'authenticité de tout ça, mais c'est quand même, bon, on va dire des choses tout à fait récentes, ça date de quelques jours. C'est très compliqué les photos. Les Euh, photos, oui, c'est-à-dire mais c'est la comme les témoignages, il y en a qui ont vu, il n'y a pas que les photos, il y a des gens qui ont vu, donc Ah. Après, il faut, voilà, je ne sais, je n'en sais pas plus, hein, mais voilà, question, donc. Mais je- c'est récent cette histoire. C'est récent cette histoire. Oui, Bah, c'est c'est la rencontre de Limoges, la rencontre de vous avez Limoges, entendu oui. parler quand même, hein. J'ai Il y pas a ça. peut-être Il y a des, eu 2200 personnes là, qui étaient dans une espèce de, hein, donc qui a fait Dans une poser, salle de spectacle qui a été louée pour ça. Et voilà, avec c'est beaucoup de organisé problèmes, par Chris et des questions. Solde Voilà. et des gens comme ça. En fait, on l'appelle ça les galactiques. oui, c'est un Ouais, séminaire oui. de gens qui sont très, Ah, d'accord, très- d'accord. Oui, oui, il y a eu d'accord. des soucoupes en porcelaine, peut-être. Pas de pas rouge. forcément. Enfin, je pense pas que Non, ça. faut pas tout de suite jeter Non, je Non, non, le voilà, il plaisante. faut bébé pas. avec l'eau du bain, hein, Je Voilà. attention, hein. plaisante. J'avais Bon, une question, Eric, oui, par rapport à le système sol-sol balistique stratégique du plateau d'Albion. Il oui, a été conçu pour résister donc à une attaque nucléaire, mais au oui. tout départ, c'était Valensol qui était prévu. Et Ah, ça, dès les années 60, dès le début 60. En 65, ils ont décidé de le mettre au plateau d'Albion. ouais. Pile au moment, avec 1er juillet 65, de masse. Est-ce que tu penses que le phénomène, comme on connaît son intentionnalité, il prévoit les choses? Est-ce qu'il n'était pas là pour ça, peut-être? Bon, Ben, comme je l'ai dit, C'est une très bonne idée. visiblement, il a accès à une bien information sûr, il anticipe. ouais, qu'on ne comprend pas bien. Alors, il faut savoir que dans pas mal de cas, enfin, c'est John Kelly qui parlait de ça, euh, il, a, il a eu des informations prophétiques, disons, sur le court terme. Ces informations se sont toujours révélées exactes, ce qui était prévu est arrivé. Mais dès que ça dépassait 3 jours de prévision, ça devenait beaucoup plus incertain et au bout de 15 jours, ça ne se réalisait jamais. Donc ça voudrait dire que ce phénomène a une information un peu en post-événementiel, on va dire, mais guère plus loin. C'est une possibilité. Si on suit ça, c'est ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Est-ce que ça pourrait pas être un message qui nous passe complètement au-dessus de la tête, à nous les ufologues, mais qu'en réalité, le message, c'était pour le haut commandement militaire français, pour dire, on sait ce que vous êtes en train de faire et ça nous plaît pas. C'est sûr que les militaires savent certaines choses. Alors, on est dans un domaine là où on est dans le secret défense et bon, moi j'ai rencontré quelqu'un qui était à la retraite et qui avait fait partie d'un groupe qui était apparemment, mais un groupe sur le terrain, hein, pas dans des bureaux. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, il avait enquêté des cas dont on n'a jamais entendu parler. Voilà. Et il m'a même dit, enfin, c'était difficile de lui tirer quelque chose. Secret militaire, c'est pas pour rien. Mais il m'a dit, on a fait remonter là où il fallait des rapports sur nos conclusions parce qu'on a trouvé des choses. Je pense qu'ils ont trouvé de la radioactivité ou quelque chose comme ça, tu vois. Voilà. Donc l'armée sait nécessairement des choses. Moi, tu me feras pas avaler que le fameux cas des années 62 là dans le Sahara avec le film en noir et blanc fait au théodolite là sur l'objet qui observait parce qu'ils allaient faire une explosion nucléaire dans le Sahara et l'objet qui observait qui est resté là 5 minutes et qui est parti comme un boulet de canon à 6000 km/h d'un coup, tu vas pas me faire, enfin, tu me feras jamais avaler que le film a été égaré. Il y a quelqu'un qui l'a quelque part au niveau de l'armée. Voilà. Le Alors, je suis phénomène, conspirationniste non plus, hein, je ne vais pas imaginer des choses, mais il y a quand même des éléments, bon, il faut les prendre en compte. Voilà. le phénomène en plus à Valensole creuse. Dans l'engin, il y a un trou. Donc il creuse. Ah oui, oui, Ça oui, oui, oui. rappelle finalement peut-être un miroir des missiles, un mimétisme.
C'est possible. Dans les années 80, par exemple, il y a des chasseurs français qui ont pris en chasse des ovnis dans la vallée du Rhône. Et ils ont eu, je sais, parce que j'ai quand même mes sources, je sais qu'ils ont eu le plus grand mal à les faire taire. Donc, on peut imaginer plein de choses, hein, effectivement, effectivement. Quand on sait que le phénomène peut s'intégrer dans certains contextes, on le voit en 46, mais il y en a un tas d'autres. Hein. Oui, la peur des V2. Ouais. Donc, c'est possible. Et d'ailleurs, je regardais ce qui se passait en Ukraine. Là, il y a quand même un film. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Ils ont réussi à filmer un objet qui est cigaroïde avec deux lumières aux extrémités, qui est là fixe et qui semble les regarder. Bon, je l'ai vu cette petite vidéo là. Si c'est pas un trucage, c'est quand même impressionnant. Hein. Tu as aussi le témoignage d'un ufologue polonais, c'est rapporté par Pete Sielebas, qui, juste avant la réduction du ghetto de Varsovie, je pense qu'on est en 1943, observait ça avec des résistants polonais de l'extérieur. Ils ont vu une boule, une sphère arriver. Tout le monde s'est mis à tirer sur la boule et le type qui était sous un angle différent a vu les balles passer à travers la sphère et qui à un moment a pris de l'altitude et est parti à toute vitesse. Et c'était un gros truc. Hein. Il y a la soucoupe d'Alderburg aussi en 1916, en miroir oui, du moment, des soldats. Oui. Ah ouais, qui était habillé en bleu. Aldeburgh, c'est un cas extraordinaire. Aldeburgh. Ah oui. Aldeburgh, alors, bon, c'est quelque chose. Alors, si on veut parler de mimétisme, Aldeburgh, c'est un mélange de choses impossibles. Hein, un disque, un plateau. En fait, c'est un plateau hein, avec des rambardes en cuivre. Excuse. Avec avec des officiers en bleu officier, comme à l'époque, mais qui ne sont pas des Français quand même, qui sont là et qui sont hiératiques, qui ne bougent pas comme si c'était des statues. Et le truc part à toute vitesse. Enfin, c'est quelque chose de. C'est typique du phénomène ovni. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Un peu comme Aubagne. Hein. Un peu. Ouais. Alors, j'ai fait un petit dessin dans le bouquin là, pour ça. Mais c'est vrai que c'est un cas hors norme. Hein. Hors norme. On a eu des faux zeppelins aussi. Hein. Le cas d'Hambourg, juste avant l'éclatement du premier conflit mondial, le gars, il va travailler le matin tôt, c'est un boulanger, il trouve ça dans un terrain vague, il pense que c'est un zeppelin, mais il est quand même bizarre pour un zeppelin très violemment éclairé, puis il y a des petits êtres qui courent et qui réintègrent, et l'objet il raconte ça à sa fille, il lui fait promettre de ne pas en parler, déjà, enfin, c'est toujours la même chose, hein, c'est secret de famille. Mais quand même, encore une fois, il y a eu une action mimétique. Mais comme les dirigeables, hein, 1897, en miroir du Zeppelin, ça commence au même moment. Bien sûr. Le cas de James Houghton. Ce sont des actions mimétiques. Alors, le mimétisme est très intéressant. En éthologie, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. C'est un moyen subtil de communication. Voilà. Et c'est ce qu'il faut garder. Et c'est ce qu'il faut garder de l'éthologie. Un moyen très subtil de communication, interespèce, bien entendu, mais qui marche aussi dans notre espèce. Il suffit de tomber sur un très bon vendeur. Si tu es sensibilisé à ça, tu le vois tout de suite. Il emploie des techniques mimétiques. Ce sont des techniques de service secret aussi, auxquelles Poutine a été formé d'ailleurs. Il repère les gestes chez son interlocuteur et il fait les mêmes gestes. On est en plein mimétisme. Ah oui, le coup de la panne, le changement de pneus. C'est un moyen de communication. On est là-dedans, hein, complètement. Hein. Oui, c'est. Les mécaniciens des dirigeables, les mécaniciens des années 50. Il y en a une dizaine dans le monde. C'est moins répandu que ce qu'on croit. Mais il y en a quand même une dizaine dans le monde. Et puis, il suffirait qu'il y en ait un sûr, dont on soit sûr, bien sûr. Mais le coup de la panne est encore un phénomène. Mais même la collecte-cueillette, pour moi, est un phénomène mimétique. Hein. Bien sûr. Puisque, tu sais, quand tu penses comment a survécu l'espèce humaine, comment elle s'est développée, eh ben, au néolithique, par la chasse et la cueillette, et à partir du néolithique, par la collecte, parce que là, on était parvenu à cultiver de grandes surfaces, et aussi l'exploitation des mines. Or, c'est exactement l'activité des humanoïdes aussi.
Donc, quand un bon ami à moi dit expliquez-moi où s'arrête le mimétisme, oui, on peut l'entendre. Maintenant, où est le mimétisme dans un engin circulaire qui évolue à toute vitesse? Là, ça se discute, c'est pas pareil. Mais le niveau de mimétisme est sans doute plus élevé que ce qu'on croit. Mais c'est toujours la même chose, hein, c'est nous faire voir quelque chose qu'on est capable de comprendre. Enfin, de comprendre, d'accepter plus ou moins en tout cas. Voilà, parce que c'est dans nos propres projections anthropocentriques. Parce que sinon, on ne verrait rien ou on ne comprendrait absolument pas ce qu'on voit. Il y a quelques cas hein, qui sont arrivés comme ça. Des années 70, tu avais des cas où l'OVNI, à faible distance du témoin, faisait du morphing devant. C'est-à-dire qu'il bougeait, il changeait de forme sans arrêt. Or, ce n'est qu'un témoignage, hein, bien sûr. On n'a pas de photo là-bas. Mais c'est quand même impressionnant. Tu as un cas d'un OVNI suivant au Chili qui suit un train derrière. Le gars le voit et l'OVNI est comme glacé par un miroir, si tu veux. Ce qui fait qu'il reflète le paysage, il reflète le train et le gars, le témoin, parvient même à se voir dans le, dans le reflet de l'OVNI. C'est quand même, alors, à ma connaissance, il n'y a qu'un cas hein, comme ça. Mais c'est quand même, bon, s'il est vrai, il y a de quoi rester pantois. Comme celle de Lignac-Fagnan, en 74, où là, c'est la personne qui est responsable de la SNCF, là, c'est les rayons qui sont en miroir exactement de son métier. Ah oui, 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 on est dans un cas de mimétisme encore. Du social, mimétisme du métier. Comme un bien Guadzone aussi, hein. Le sidérurgiste, c'est le soudeur qui est en face de lui, en miroir. Ouais. Non, le mimétisme est beaucoup plus répandu que ce qu'imaginent les ufologues, hein, ça c'est sûr. Mais ça pose de nombreux problèmes, effectivement. Hein. C'est pour ça que Pierre Viroudy, il a été très mal vu à l'époque aussi. Oui, il était trop en avance. Pierre Viroudy a mis l'accent là-dessus, mais parce que je l'ai connu, hein, Pierre Viroudy, oui. J'ai encore les lettres qu'on a échangées. Mais Pierre Viroudy, il a commis un crime beaucoup plus impardonnable pour les ufologues. C'est qu'il a carrément assimilé le phénomène OVNI au phénomène psy. Voilà. Et ça personne ne lui a jamais pardonné. Hein. Bon, mais il disait des choses, que c'était un esprit assez brillant, hein, Pierre Viroudy. Bien sûr. Il suffit de voir la conférence, on peut la trouver sur le net, où ils se sont réunis à plusieurs, là, à Paris. Il fait une intervention que personnellement, j'ai trouvée extrêmement brillante. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, il faut prendre les il faut regarder les arguments, comme toujours. Et il y a souvent des choses intéressantes, même si tu n'es pas d'accord sur l'ensemble des choses. Mais il y a toujours des choses intéressantes chez les gens qui réfléchissent. Quoi. Voilà. Bon, ça. Alors, ça y est, plus personne ne veut poser de questions. Oh. Est-ce qu'Isabelle Ferrigo est toujours là? Puis je sais pas, je vais te dire ça. En tout cas, si son ordinateur est là. Alors, Isabelle. Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'ai pas voulu parler parce que je vous écoutais. Bonsoir Eric, bonsoir Patrice, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je mets pas ma caméra parce que je suis vraiment pas présente. Oh là, tu t'es mis les bigoudis. Merci infiniment. Oui, voilà, c'est ça. Écoutez, il y a une question. Alors, je sais pas, parce que j'ai circulé un peu. Bon, j'ai bien écouté. Je ne sais pas si vous avez abordé la question de Gilbert qui parlait d'une délégation à l'ONU qui serait envisagée, une conférence ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Vous avez des informations? Isabelle, tu peux répéter ta question, Isabelle, parce qu'il y a eu une mauvaise liaison. Si vous voulez, je peux le faire. Hein, oui, désolé, vous m'entendez? Je peux le faire. Jean-Paul va prendre la parole. Oui. Si vous m'entendez mieux, Oh, oui, ça va. C'est la délégation d'Annecy qui voilà. C'était la question de Gilbert, justement, la première qu'il a posée. Que pense donc
Éric Jurcher, de ce qui se passe au Parlement européen avec les propos sur les ovnis. C'était la première question, puisque Ah, apparemment il y a eu une interaction, quelque chose, hein, des oui. Oui, questionnements. ces derniers Et la jours, oui. deuxième question, je la donne tout de suite. Que pense donc Éric des propos de Michel Vaillant pendant son intervention au Paris à propos d'une délégation de Galactique à l'ONU dans la décennie qui vient? Voilà les deux questions de Gilbert. Bon, alors pour l'Europe, là, j'étais en relation avec quelqu'un dernièrement. Ça passe par son organisme, là. Et apparemment, il y a des choses intéressantes. Il y a comment dire, il y a une interaction qui est plutôt positive. D'habitude, on se heurte toujours à des refus et bon, à des mouvements d'esquive. Là, il semble que il puisse. Alors, cet organisme-là, hein, Sentinelle, est représenté sur toute la planète. Ils ont beaucoup de monde aux États-Unis, ils ont beaucoup d'infos qui arrivent des États-Unis, et c'est bien qu'ils arrivent à se connecter un peu avec certains sous-services de l'Union européenne. Après, je ne sais pas s'il faut en attendre grand-chose, mais il est certain que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ça peut donner des idées à des organismes comme l'Union européenne. Pour la seconde question, je ne sais absolument pas. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Il avait dit, il en avait parlé déjà, peut-être de façon moins nette à l'écho-évente, mais bon, ok. J'ai- Il pense bien qu'il pense qu'il y a un plan en réalité de communication des aliens et que voilà, ça devrait déboucher d'après ses calculs, euh, ça devrait déboucher dans une dizaine d'années. C'est une prédiction qu'il fait. Tu parles de Michael Vaillant, là? Oui, oui. D'accord. D'accord. Ben, je poserai la question à Sarah. Comme on se téléphone toutes les semaines, c'est comme ça que je connais les derniers potins en provenance des États-Unis. Là, Alors, on échange beaucoup. On je l'ai échange. appelé Michael Baillant, mais bon, il répond assez épisodiquement au téléphone. Faut pas se décourager. Oui, 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 oui. Je vais justement lui demander son avis. Puisqu'il y a Oui, participé, oui, oui. d'après ce que je vois. Il est très bien, Michel Vaillant, hein. Puis il a quitté le GEPAN, c'est bien. C'est bien. Tu sais, moi, je suis pour une ufologie populaire. Malgré ses innombrables défauts, tu y trouves quand même quelques chercheurs qui bossent, qui sont discrets, voire complètement anonymes, qui travaillent et qui font un petit peu avancer les choses quand même. Ce qui n'est pas le cas des structures officielles connues. Non, Donc, c'est je pour suis pas ça sûr. que, en fin de compte, bon, une ufologie populaire, c'est pas trop mal non plus. Voilà. Ok. Laurent Chabin, j'ai vu qu'il était connecté. Il a peut-être quelque chose à nous dire, puisque il est toujours membre du GEPAN, lui. Non, personne. J'ai peut-être arrêté alors. De toute façon, je vais mettre j'ai tout enregistré. Je vais faire deux vidéos. La première, la conférence, parce que c'est long, hein. On a commencé à 20 heures, il est 23 heures. Ah oui, oui. Donc, je vais faire deux vidéos, la conférence et puis la discussion. Oui. Ça devrait être mis sur YouTube assez rapidement parce que il n'y a pas eu d'incident de Non, communication, Zoom pratiquement a bien. pas. Oui, oui, Puis pas il n'y mal. a pas eu non plus voilà, de choses à censurer, que ce soit. C'est Non, propre, il me semble. Voilà. non, non, bien sûr, bien Bon, sûr. messieurs, dames, à moins que quelqu'un veuille se manifester tout de suite, c'est tout de suite. Je vais couper la réunion. Bonne nuit. Merci beaucoup, encore une fois. Merci évidemment à Eric, qui est vraiment, c'est lui qui a fait tout le travail, hein, c'est évident. Merci Eric. Et Non, pas de problème. Donc, on se dit à bientôt. attention.